Rebonjour à tous. Donc on va avoir, en tout cas, personnellement je vais animer 3 tables rondes. Pour ceux qui sont, et on le souhaite, les plus nombreux restent toute la journée. Il y a une progression. La première, dont je vais présenter les participants, permet de faire un peu un constat et situer les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. La deuxième est plus centrée sur les voies de progrès. Et la troisième sur une ouverture, disons, des enjeux vers la cité d'une façon large. Mais pour avoir préparé ces tables rondes avec des intervenants passionnants, évidemment, il y a des choses qui convergent, des expériences qui sont communes et qui portent la même énergie bien souvent, parce que les gens qui viennent témoigner ici sont porteurs d'une énergie. Et donc, on va faire en sorte qu'il y ait du vivant et en même temps des concepts et de la réflexion et que vous repartiez le plus nourri possible. Donc, pour cette première table ronde qui est pour situer l'enjeu de nourrir un acte citoyen, alors, il y a un ordre de visuel qui va se défiler, mais je suis obligé d'avoir un ordre qui permet de donner un semblant de parité à cette table ronde en présentant Claire Psud-Montrosset, donc qui est directeur de recherche à l'INRA et attaché au CSGA, Centre des sciences du goût et de l'alimentation, et qui, entre autres, est très impliqué dans le projet Renaissance, dont elle nous partira. Et puis après, en respectant l'ordre que vous voyez défiler à l'écran, pas moi, mais vous, donc nous avons Roland Cortot, qui est directeur général de l'ADAPI de la Loire, Alain Augrand, qui nous vient donc de Belgique, merci, qui est manager du pôle hôtelier du centre hospitalier chrétien à Liège, et à ce titre manage la restauration. Ensuite, à ma gauche, le professeur Éric Fontaine, professeur de médecine au CHU de Grenoble et président du collectif de lutte contre la dénutrition. Des choses qui ne sont pas mentionnées toujours dans le programme, donc je me permets de les ajouter. Claire, nous l'avons présenté. Il faut que je présente Thierry Montourcy, qui est directeur adjoint du CHU de Limoges et qui, à ce titre, gère la fonction achat pour tout le Limousin. Voilà. Et puis, malheureusement, nous devions avoir un autre intervenant que je m'efforcerai de représenter dans son propos, parce que j'ai parlé avec lui, qui est à la fois un patient d'une maladie longue et pénible, et un ingénieur de restauration, et qui continue à être très impliqué dans la réflexion sur la façon de nourrir, bien sûr, les malades. Et dans le témoignage, bon, je ferai en sorte que ce qui m'a exposé soit porté dans cette table ronde aujourd'hui. Alors, je vais donner la parole dans un premier temps à Claire Psud-Montrosset pour qu'elle nous... pardon, j'avais prévu de commencer par le professeur Éric Fontaine. Elle est inquiète de tout d'un coup avoir la parole. Je voudrais que tous les deux vont nous donner des éléments, disons, un peu plus factuels, dans le sens des enjeux que eux mesurent à travers leurs travaux. Et puis après, on avancera et on essaiera de croiser les expériences et les choses qu'ils ont mises en place à travers les autres intervenants. Donc, professeur Éric Fontaine, pour nous parler tout bêtement de l'enjeu que représente aujourd'hui ce problème de nutrition ou de dénutrition à l'égard de ces publics sensibles et particulièrement en milieu hospitalier. Donc, Merci. Oui, alors donc moi je vais vous parler de dénutrition. Je pense que vous savez ce que c'est, mais sinon on pourra en discuter un petit peu. L'enjeu de la dénutrition en France, c'est entre 2 et 3 millions de personnes qui sont dénutries. C'est-à-dire que c'est quand même assez colossal. Et ce chiffre, pourquoi je vous dis entre 2 et 3, c'est qu'en réalité, on ne le connaît pas et que c'est une approximation. Donc je pourrais vous expliquer comment on arrive à cette fourchette. Mais même si on s'est trompé un petit peu, c'est quand même 1 ou 2 ou 3 millions. Donc c'est beaucoup de personnes. C'est 30% des patients hospitalisés. Et c'est des complications en termes d'augmentation de durée de séjour, d'augmentation de coût des soins, de récidive, de réhospitalisation, qui sont colossaux. Et le problème, c'est que ce pourcentage n'a pas changé depuis 40 ans. Et c'est ça qui nous fait râler, nous, les nutritionnistes, c'est que, en fait, ça fait 40 ans que c'est la même chose et qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas eu de progrès. Alors qu'en fait, des progrès, il y en a eu, mais c'est dans l'implémentation de ces progrès, c'est-à-dire dans le fait que tout le monde peut avoir accès à ce type de soins, qui est loin d'être le cas pour plein de raisons qui sont politiques et économiques, qu'on a fondé le collectif de lutte contre la dénutrition pour essayer de faire changer cette situation.
Peut-être nous repréciser l'étendue du spectre de cette dénutrition, parce qu'il y a des bornes inférieures et supérieures, et tout le monde ne voit pas toutes les étapes intermédiaires. Si vous voulez, la dénutrition, la définition elle est relativement simple, hein, c'est quand on maigrit sans le faire exprès. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est quand on maigrit et que finalement, ça va aggraver une maladie ou déclencher une maladie. Et à la fin, on meurt de dénutrition, mais vous verrez jamais quelqu'un on a dit les morts de dénutrition. Ailleurs, on dit les morts de faim parce qu'on a compris le lien en fait qu'il ne mangeait pas parce qu'il n'avait pas accès à la nourriture. On ne comprend pas qu'en France, les gens ne mangent pas alors qu'ils ont accès à la nourriture. Et tout le souci qu'on a, nous, c'est finalement de faire manger des gens qui n'ont pas faim, quoi. Et quand on est malade, on n'a pas faim. Il faut respecter ça, il faut trouver les astuces pour régler le problème quand il est réglable. Et puis après, de toute façon, la case d'après s'appelle la nutrition artificielle. Donc ça devient un peu compliqué, mais il n'y a pas d'alternative réelle à ça. Donc voilà, finalement c'est un peu ça. Alors après, les définitions, les critères de définition sont un peu complexes en ce sens qu'on dit la dénutrition, mais on dit les cancers, et en fait on devrait dire les dénutritions, parce qu'il y a plusieurs types de dénutrition. Il y a la dénutrition de la personne qui est en bonne santé et qui, pour des raisons X ou Y, ne mange pas. L'exemple typique, c'est l'anorexie mentale. Donc c'est des gens qui sont très maigres. Et puis, donc ça saute aux yeux. Hein. Et puis à côté, à l'opposé du spectre, il y a des gens qui sont parfois même obèses et qui maigrissent très vite parce qu'ils ont une pathologie qui fait que ça leur coupe l'appétit et qu'ils ne savent pas s'adapter à cette situation d'un point de vue métabolique. Et eux, ils perdent leurs muscles. Et ça, c'est la dénutrition qu'on voit dans les hôpitaux, qui est très fréquente. Et le meilleur diagnostic, c'est la vitesse de perte de poids. Et on considère qu'on est dénutri quand on a perdu 5% de son poids en un mois, ou 10% en 6 mois. Alors les gens comme ça, en pourcentage, ça ne donne pas grand-chose, mais vous prenez quelqu'un qui fait 80 kilos, il a perdu 4 kilos en un mois, donc il est à 76, encore durable, on va dire, et bien il est dénutri. Il est dénutri parce que la vitesse d'amaigrissement fait qu'il a perdu du muscle, il n'a pas perdu de la graisse, on voudrait tous perdre de la graisse, hein, moi le premier, mais ça c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Alors que perdre du muscle, c'est extrêmement simple. Et c'est ça, le souci de la dénutrition, c'est des gens qui perdent des muscles sans que ça saute aux yeux. Alors, le constat est rude, et juste pour clore votre propos inaugural, vous me disiez, on a, depuis 30 ans, le sujet a peu avancé. Oui, vous prenez les textes d'il y a 30 ou 40 ans. En 74, il y avait 30 à 40% de dénutris. En 94, il y avait 30 à 40% de dénutris. En 2014, c'est pareil. En 2018, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est le constat. D'accord. Alors, M. Morosset, vous, sur un public sensible, des personnes âgées, entre autres, vous avez été allé voir comment on nourrit et comment on peut faire. Et en tout cas, dans un grand programme, vous êtes allé étudier le comportement de mangeurs fragiles, on va dire. Alors exactement, donc c'est le projet Renaissance, mais à l'origine, il y a 2 chiffres qui sont particulièrement marquants. Un chiffre qui est à l'origine de ce projet, donc qui émerge d'un projet précédent où effectivement, dès lors qu'on délègue son alimentation à un tiers, que ce soit pour les courses, pour la préparation du repas ou le portage de repas à domicile, ou j'ai envie de dire le stade ultime en institution ou en maison de retraite, eh bien on a une chance sur 2 d'être dénutri. C'est-à-dire que la prévalence de la dénutrition de 46% chez les personnes âgées qui délèguent tout ou partie de leur alimentation, contre 4% dans la population, 4-10% dans la population générale, et on va dire 16-20% dans la population qui est dépendante, mais pas pour l'alimentation, qui bénéficie d'une aide pour la toilette ou le ménage. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire de lien de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on est dépendant qu'on devient dénutri. Forcément, les personnes qui deviennent dépendantes sont aussi souvent des personnes fragiles, avec des soucis de santé, et qui donc sont dès à présent, d'ores et déjà, à risque de dénutrition. Mais ça veut dire que quand on est en charge de nourrir des personnes âgées, c'est essentiel de conserver ce chiffre en tête, parce que ça veut dire qu'une personne en face, une personne sur 2, eh bien, va être à risque de dénutrition ou dénutrie. Donc ça veut dire que ce souci de la dénutrition doit être au cœur des systèmes de restauration, d'aide pour l'alimentation à destination des personnes âgées. Donc sur la base de ce travail, on a développé le projet Renaissance, et là on a mené une série de pesées alimentaires où on suit les personnes âgées
pendant 24 heures et on pèse tout ce qu'elle consomme. Et donc c'est des pesées très, très solides parce que ce sont mes équipes de techniciennes, de chercheurs, etc., qui vont sur le terrain et qui pèsent elles-mêmes. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que 90% des personnes âgées institutionnalisées ne consomment pas suffisamment pour couvrir leurs besoins caloriques et protéiques. Donc on a 90% de petits mangeurs. Alors là, tout de suite aussi, il faut faire attention, c'est pas tant un problème de l'offre, c'est qu'effectivement, comme l'a dit le professeur Fontaine, on est face à des gens qui n'ont plus envie de manger ou qui ont perdu de l'appétit. Et les causes de perte d'appétit, pour le coup, sont très nombreuses. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que dans une maison de retraite, eh bien, on a un très grand nombre de petits mangeurs et même 40%, 40 à 50% de tout petits mangeurs, c'est-à-dire des personnes qui consomment moins de 2/3 des apports caloriques et ou protéiques qui leur sont nécessaires. Donc on est vraiment face à une population de petits mangeurs. On n'a pas de chiffres à domicile, on est en train d'en récolter. On peut supposer que chez la personne âgée fragile à domicile, on va trouver des pourcentages aussi assez élevés de petits mangeurs et de tout petits mangeurs. Donc le projet... Oui. Allez-y. Le projet Renaissance, c'était faire ce constat déjà, essayer d'identifier ces profils de petits mangeurs et de tout petits mangeurs, et qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces personnes. Et vous me disiez qu'au fil de cette étude, vous avez un peu dépoussiéré pas mal d'idées reçues sur le sujet. Oui, alors, entre autres, il y a beaucoup d'idées reçues autour du goût, du plaisir. Alors, par exemple, une idée reçue en particulier, c'est on pense que les personnes âgées, elles ont forcément un bec sucré, elles sont plus on vieillit, plus on est attiré par le sucre. Ça, c'est vraiment une idée reçue complètement fausse. Dans nos études, il y a 1/3 des personnes âgées qui n'apprécient pas du tout le sucre. Donc derrière, ça pose... Alors, c'est pas anodin, cette idée reçue, parce que derrière se pose le problème des compléments nutritionnels oraux, qui sont des boissons hyper protéinées, hyper caloriques, qui sont à l'heure actuelle, même s'il y a eu des développements sur le marché, mais la plupart, ce qu'on propose encore en maison de retraite, sont très sucrés. Ce sont des crèmes très sucrées. Enfin, elles ont des goûts particuliers quand même. Hein. Oui. Celles qui ont beaucoup de protéines, elles sont quand même très bonnes, très appétissantes quand même. Hein. Tout à fait. Techniquement, elles ont des arrière-goûts assez métalliques et des sensations d'astringence en bouche qui ne sont pas très agréables, parce que forcément, on a enrichi. Alors, ce que je vais proposer à la salle, juste pour la clarté des débats, on va avoir un temps de questions. Voilà. Comme ça, personne ne sera frustré, parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Évidemment, vous n'êtes pas là pour rien, c'est les choses que vous vivez, c'est important, etc. Simplement, peut-être que... Je sens déjà la pression, donc je suis déjà en train d'enlever 5 minutes. Voilà. Et puis Alexandra est là pour me faire des coucous, pour me dire, voilà, ils ont assez parlé. Face à ceux qui ont des choses à dire. Juste comme ça, je le fais. Ce qui est important dans les questions, c'est que ça soit le plus possible des vraies questions, si vous voulez. Parce que même si vous avez envie de témoigner, c'est parce que les personnes qui sont là pour répondre. Voilà. Pour les idées reçues, il y en a plein, on aura l'occasion de recueillir celles qui vous semblent importantes aussi. Les choses que vous avez mesurées, du coup je reprends la main, comme ça, que vous avez mesurées, et je vous la redonnerai, sont centrées quand même pas mal sur l'assiette. Et là j'avais envie de faire intervenir Alain Hougrand, qui lui, en Belgique, enfin c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, a mené tout un travail sur l'environnement, disons que l'acte alimentaire, dans le des constats, a besoin d'être compris dans la globalité de l'ingestion, de l'acte de manger. Tout à fait. Je suis vraiment content qu'on aborde le thème aujourd'hui, car nous avons été, nous professionnels de la restauration, formatés depuis des années. Je suis un ancien Sodexo et pendant des années, on a amélioré l'efficience, la rentabilité, la productivité, les indicateurs que vous connaissez bien, l'AMEA, ANAP, enfin, etc. Et c'est rassurant pour nous, on terminait nos journées à avoir des beaux indicateurs de productivité, d'efficience. On était contents, on avait l'impression d'avoir bien fait notre journée. Et puis quelque part, on se rendait compte que quand on donnait la parole à des consommateurs, on fait ce qu'on appelle des conseils des résidents. En Belgique, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Finalement, on se rendait compte que malgré nos bons indicateurs, on était à côté de la plaque.
Et pourtant, on avait travaillé sur les enrichissements de produits, on avait travaillé sur toutes sortes de choses. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la purée de pommes de terre, c'était un prérequis qu'elle soit bonne. Elle doit être bonne, elle doit être enrichie, mais c'est le b.a.-ba et on ne revient pas là-dessus. Elle doit être bonne, un point c'est tout. Par contre, quand on discute avec les personnes, ils attendent autre chose. Des frites? Non. Des frites, peut-être des frites, oui. Mais J'ai droit à 3 dans la journée, hein, d'accord, ça marche. non, les frites c'est très important, mais la soupe, le potage, chez nous en Belgique c'est très important, mais pas la soupe operculée dans un bol, ça on la garde pour les courts séjours. Dans nos EHPAD, qu'est-ce qu'on fait? On apporte les légumes d'une unité de production, on apporte ces légumes mélangés et on demande que nos cuisiniers fassent la soupe. Ça dure 2 minutes, on met les légumes, on fait... Et quel est l'intérêt? C'est pas la composition de la soupe, elle doit être bonne, c'est comme la purée de pommes de terre. Mais ça doit sentir le potage, ça doit donner cette impression que c'est comme à la maison. Et donc on a travaillé beaucoup sur l'environnement du repas. On a travaillé comment? En améliorant finalement l'ambiance de nos salles à manger. Je donnais l'exemple d'un piano, je pense à ça, on a installé un piano dans une salle à manger et régulièrement des personnes âgées vont jouer un petit peu de piano, mais il faut voir l'ambiance du repas. On a également développé le snackage. Le snackage, ça veut dire qu'on livre parfois, pas tous les jours, des repas blancs, enfin de la viande blanche, et on demande à quelqu'un de snacker ça dans la salle à manger. Alors ça sent bon, ça sent cette petite odeur de barbecue, d'herbe de Provence, et ça donne cette ambiance-là. Et donc cet environnement repas, je pourrais en parler beaucoup, je pourrais donner d'autres exemples, mais donc on a vraiment travaillé depuis maintenant 8 ans sur plein de développement environnement repas et les choses finalement ne sont pas aussi faciles, ça peut nécessiter des investissements parfois, des planifications, mais c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Alors on va revenir sur les adaptations, tout ce que vous avez pu faire effectivement, mais là on sent qu'il y a, ça reprend la conférence du philosophe, il y a une citoyenneté qui s'exprime dans, il y a un prérequis, c'est ce qui est dans l'assiette, et après il faut regarder l'aspect humain qui doit être intégré dans ça. Roland Cortot, vous avez fait des constats assez lourds, dans ce qui concernait l'offre alimentaire que vous étiez amené à gérer, qui vous a amené à réorienter les choses. Donc, Oui, voilà. Moi, je suis directeur général de ADAPE Loire. C'est une organisation qui accueille environ 2000 personnes, enfants, adultes, handicapés, autour de, avec 1500 professionnels, donc une communauté importante. Et on a la question de la nutrition, nous, on l'a abordée par l'entrée projet de santé des personnes et des enfants accueillis. Et c'est par cette entrée qu'on a, dès 2011, abordé de plein fouet la problématique de la nutrition, mais comme le disait mon voisin, également par rapport aux questions d'environnement. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux besoins nutritionnels des enfants, des adultes que l'on accueillait. Les besoins nutritionnels, c'est évident, sont différents selon le type de handicap, selon l'état civil de la personne, etc. On s'est intéressé à l'environnement dans lequel effectivement les repas sont pris, et c'est une question essentielle. Éric Comelin dit souvent que 80% de l'impression de satisfaction vient de l'environnement, et on a pu constater que c'était presque vrai, hein. Enfin, peut-être pas 80%, mais pas loin. Et aussi par le biais de la sécurité, de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est-à-dire par le biais des conditions de préparation des repas. On travaillait, alors ça se passe en 2011, on a fait appel effectivement au cabinet EC6, et en 2011, on s'aperçoit sur le plan de cette sécurité alimentaire que ce soit nos professionnels ou que ce soit les sociétés de restauration qui étaient partenaires, on en avait 5 à l'époque, on était confronté à des modalités de préparation des repas qui étaient parfois aussi discutables chez les professionnels des SRC y compris chez nos propres professionnels. Donc voilà, on s'est intéressé à l'ensemble de ces points pour aboutir à quelque chose, à une réflexion partagée au sein de l'association autour d'un programme, ce qu'on appelle le programme 3S, satisfaction, santé, sécurité. Satisfaction parce qu'effectivement, prendre un repas, ça doit être, ça a été dit ce matin, ça doit être effectivement un moment de plaisir d'abord. Satisfaction santé parce que les besoins nutritionnels sont essentiels dans cette réponse et dans le rôle que nous jouons à l'égard des personnes qui nous sont confiées.
Et puis enfin, satisfaction, santé et sécurité pour garantir effectivement des modes de préparation et de dispensation des repas qui soient conformes aux normes réglementaires. Donc c'est l'alerte sur le S santé, sécurité qui vous a amené à rajouter des lettres en fait. Oui, c'est par le S sécurité qu'on a été interpellé. D'accord. Et alors, Thierry Montourcy, vous avez été intéressé au profil, parce qu'on est dans la réflexion de plus individualiser. J'espère que votre micro va marcher. Non, maintenant c'est bon. Oui, Ouais, donc... voilà. Donc voilà, c'est aussi le souci de s'adapter et de réfléchir non pas de façon globale, mais d'essayer de rencontrer des attentes et des besoins. Oui, merci. Et puis merci à Eric, parce que j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller voir les travaux qu'avait menés le professeur Fontaine dans son établissement. Aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui et avec des gens qui ont beaucoup travaillé sur la nutrition. Et l'idée, c'est de s'inspirer et de prendre tout ce niveau d'expertise que vous avez les uns et les autres pour essayer aussi, parce qu'au CHU de Limoges, j'ai la chance de porter la fonction achat des 18 établissements. Alors, c'est un sujet important puisqu'aujourd'hui, la fonction achat étant mutualisée, l'établissement support étant coordonnateur de tous ces achats, il a d'autant plus la responsabilité d'acheter les bons produits, et pas que pour son établissement, mais pour tous les autres. Et puis aussi la chance de porter un projet d'investissement d'une nouvelle cuisine qui va produire entre 6 et 9 000 repas par jour. Et l'idée, c'est qu'on arrive à chasser un peu les a priori. J'ai entendu ce matin l'intervention d'une élue qui avait un a priori négatif sur la restauration hospitalière. Si on peut se dire dans quelques temps que la même élue pourrait revenir ici en nous disant que son a priori a évolué, on en serait assez satisfait. Parce que je pense, pour avoir aussi vécu et avoir eu la chance de porter un projet d'investissement sur notre établissement précédemment, qu'on peut réaliser une unité de production massive. Ça sera le cas, puisqu'aujourd'hui on a 5 unités, on va en faire une. Et évidemment, tout le monde comprendra que c'est aussi lié à des objectifs d'efficience et de performance. Mais l'un ne doit pas s'opposer à la performance nutritionnelle. Je pense qu'il y a encore des choses à faire et que la technologie, les techniques, le savoir-faire de nos professionnels, si on l'utilise avec la connaissance des experts en nutrition, etc., on peut arriver à produire et mettre au point. Alors, le mot est ce matin, j'ai compris mais le mot process de production, ça peut ne pas être un gros mot si on le met au profit de quelque chose de réussi, avec une assiette qui peut avoir, entre guillemets, un peu de la gueule pour nos patients et qui peut aussi participer. On l'a vu tout à l'heure, Alain a bien décrit la purée qui peut être admirablement enrichie. Je pense qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui savent tous faire ça. Il faut qu'on arrive à trouver des process où on améliore l'ergonomie, où on a une approche différente et où on sensibilise davantage aussi les professionnels à l'aspect nutrition. On les a beaucoup engagés sur le sanitaire, parce qu'évidemment, on doit soigner avant tout. On doit participer à l'acte de soin, mais l'acte de soin, il ne faut pas oublier qu'il est aussi atteint, en tout cas on atteint une cible de soin, d'autant plus si on rentre dans un cercle vertueux où l'alimentation peut participer à chasser le risque escar, chasser le risque de dénutrition, etc. Ok, alors on reviendra sur la rationalisation des besoins, mais en voulant les adapter plus. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a aussi, vous dites, les connaissances en nutrition qui orientent l'offre qu'on va proposer. C'est compliqué d'atteindre la demande aussi, clairement sur le parce que quand on va mesurer effectivement les goûts, les attentes, les besoins sur site, d'abord c'est des investigations qui sont compliquées, et puis de façon à en tirer une connaissance opératoire, c'est pas toujours évident, si j'ai bien compris. Non, c'est pas toujours facile, effectivement, quand on va sur site, quand on s'adresse à des personnes âgées fragiles ou hospitalisées ou fatiguées, des personnes fatiguées. Effectivement, recueillir leurs préférences, recueillir ce qu'elles aiment pas, leurs attentes, c'est pas toujours si simple que ça. Alors, en institution, parfois, on évoquait parfois des enquêtes de satisfaction. Et effectivement, je pense qu'il faut être assez prudent avec ces enquêtes parce que les personnes, souvent, la génération à laquelle on est confronté actuellement est une génération qui n'a pas beaucoup l'habitude de se plaindre. Et on l'entend encore, même si ça fait cliché, mais moi j'ai connu la guerre, alors je me plains pas. On l'entend encore. Et pourtant, après, nous on a passé là ces 15 derniers jours en immersion dans une maison de retraite pour peser tout ce qu'ils mangent et puis les interroger dans les chambres. Et finalement, on entend parfois des réactions très spontanées. Non mais ce qu'on nous sert, c'est dégueulasse là.
Donc, alors qu'on est dans un établissement où le cuisinier a une vraie, enfin les équipes de cuisine ont une vraie volonté pour essayer de présenter des choses qui soient bonnes. Je me souviens d'un exemple en particulier où nous, il était 7h du soir, on avait toute faim, on était fatigués, puis on voit ce qui arrive dans l'assiette des résidents, on dit bah, ça a l'air vachement sympa quand même ce qu'ils ont là, c'est plutôt appétissant, ça a l'air bon et tout. Et puis on a été très surprise parce qu'en fait, il en est resté plein dans les assiettes des personnes âgées. Donc on a effectivement un décalage, et je rebondis sur ce que vous disiez, où la purée, il faut qu'elle soit bonne. Au-delà de ça, il faut que la purée corresponde aux attentes sensorielles des personnes âgées. Et quand je parle des idées reçues, il ne faut pas plaquer ses propres attentes d'une certaine génération. On a été habitué à un certain répertoire alimentaire sur les attentes des générations qui sont actuellement en maison de retraite et qui ont actuellement besoin d'avoir une restauration adaptée à leurs attentes. Alors, si je peux juste mentionner une expérience qui me semble vraiment très intéressante, c'est les commissions du goût. Donc, je ne sais pas si c'est proche de ce que vous appelez en Belgique. J'ai vu ça récemment à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ça reste encore très anecdotique. Ils font ça pour le repas de Noël. Mais c'est des repas où les résidents, ou là, en l'occurrence, c'était les personnes hospitalisées, goûtent ce qui est préparé et font des commentaires sur le goût, la texture, l'apparence des produits directement. Ça va au-delà des commissions menus, c'est vraiment sur le goût. Alors on a fait quelques études dans un travail précédent qui a montré que quand on tient compte de ce que donnent des indications que donnent les personnes âgées, on avait fait le travail sur un bœuf carotte mixé, une blanquette de veau et une crème hyper protéinée. Donc les personnes on avait fait une commission du goût, elles avaient proposé des améliorations. Quand ensuite ça avait été retravaillé en fonction de leur amélioration, on avait noté une augmentation des quantités consommées. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut s'adresser aux consommateurs. Alors, en développant des techniques d'interrogation qui vont aller au-delà des barrières, mais moi j'aime tout. C'est là où il y a encore un peu de travail. Alors, on va revenir sur ça, mais on sent qu'il y a une tentative de rencontrer l'adéquation avec des besoins, avec des attentes. Il y a quelque chose qui m'a presque étonné dans notre échange, qui permet de remettre ce qu'on est en train de se dire au niveau de l'enjeu citoyen. C'est, en tant que professeur de médecine, vous m'avez dit, c'est le bon sens, des fois, va un peu à contresens de la médecine qui est organiste, j'ai noté ça, hein, oui. et Non, physiologiste en fait. Ouais. Oui, mais je pense trouvais ça intéressant dans votre bouche, oui. en fait. Non, mais je pense que finalement on dit à peu près la même chose. Je crois qu'on oublie tous quelque chose, c'est que quand on est malade, on n'a pas les mêmes goûts que quand on n'est pas malade. On l'a tous vécu à titre individuel. Quand vous avez la grippe de temps en temps et que vous êtes au fond du lit avec 40 de fièvre, vous savez bien que vous n'avez pas faim et que, en gros, vous arrivez un petit peu à boire un peu d'eau sucrée, enfin, avec un peu de citron, et puis ça va mal, et puis 2-3 jours après, vous êtes encore au fond du lit, mais vous avez envie de manger, ça revient, et là vous dites c'est bon, dans 2 jours je sais que je suis guéri. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas du tout envie de manger un bœuf bourguignon, vous avez envie de manger des trucs super simples, des coquillettes avec du jambon, de la purée avec... Enfin, et le problème, c'est qu'on a toujours imposé notre vue à nous à ce que les malades ils devaient manger. Et moi, je vois que je mange la même chose que les malades sous une forme différente. Enfin, la présentation est différente. On a la chance de manger dans des vraies assiettes, là où les malades ils mangent dans des barquettes. Je parle sur Grenoble. Mais néanmoins, c'est la même chose. Alors, ça, déjà, c'est une hérésie, quoi. Je veux dire, les gens bien portants, ils n'ont pas envie de manger la même chose que les gens malades. Il y a plein de choses comme ça où en fait, l'idée au départ, elle est bonne et ça aboutit à quelque chose de pas forcément intelligent à la fin. On a fait, nous, un travail sur diminuer le sel. Bon, ça, tout le monde va dire bravo, c'est super. Pour diminuer le sel, on a augmenté les aromates. Et en fait, il y a des plats qui, moi, me plaisent beaucoup, faut pas exagérer, mais enfin qui sont très corrects parce qu'ils sont plutôt pimentés. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de manger du piment, pimenté entre guillemets, je veux dire, on n'est pas du tout au Thaïlande, hein, mais de manger des choses pimentées quand ils sont au fond d'un lit, quoi. Et je pense que tout le temps est comme ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je pense qu'à chaque fois on se pose la question par rapport à notre vision, et que d'aller poser la question à des malades, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais ça veut bien dire aussi que va réapparaître ce qu'on ne veut pas, quelque part en termes de productivité, c'est qu'il va réapparaître des menus différents.
Nous, à Grenoble, il y en avait 70, il n'y en a plus que 17. Donc les gens disent comment vous avez fait, on a juste enlevé des choses totalement inutiles. Mais plus je réfléchis à la question, plus je me dis qu'il va falloir en remettre d'autres. On peut, je pense, encore en enlever, mais en remettre d'autres qui sont adaptés aux gens. Quelqu'un qui est fébrile n'a pas la même envie que quelqu'un qui est en soins de suite. Au moment où vous faites un infarctus, c'est pas la même chose qu'au moment où les 15 jours après, on vous apprend à repédaler et tout. Alors c'est la même personne, mais il s'est passé 15 jours entre-temps. C'est ça qui est compliqué. On va revenir là-dessus, mais ce que j'entends dans ce que vous dites quand même, c'est la médecine doit renoncer un peu à un pouvoir impérieux d'orienter trop les choses en s'adaptant à l'écoute de ce qui se passe réellement en face d'un patient, c'est ça? Oui. Mais il ne suffit pas de proposer quelque chose qu'on a envie de manger, il faut regarder ce qu'est mangé. Et donc c'est exactement ce qui a été fait. Et chaque fois qu'on le fait, on est désagréablement surpris. Alors, et ce qui m'a frappé, moi, du coup, je vais vous donner la parole, dans les enjeux de rationaliser, mais quand même individualiser. Il y a quand même une espèce de paradoxe qui est à régler. Oui, je pense que le consommateur, le résident, il est captif, c'est une clientèle captive. Et toute la difficulté est de remettre ce consommateur au centre de la démarche. L'exemple des œufs. Alors les œufs, c'est anodin. Dans des organisations très structurées, on va donner des œufs dans des barquettes, enfin des œufs qui ne ressemblent pas à des œufs. Et régulièrement, lors de conseils de résidents, les personnes âgées m'ont dit écoute, tu n'étais pas encore né que je faisais des œufs, et les œufs, c'est autre chose que ce que je reçois pour le moment. D'autre part, les œufs, on en mange quand on a envie. Tous les jours, on n'a pas envie de manger des œufs. Et là, vous nous imposez des œufs bizarres, et en plus des œufs, vous nous imposez les jours des œufs. Et donc, c'est vrai, quelque part. Et donc, on a essayé de développer un projet qui permettait finalement aux résidents de pouvoir être acteurs de ce repas. Et on a fait des tests en développant des brunchs. Enfin, moi, j'appelle ça des brunchs, c'est-à-dire en proposant des œufs, mais différents types d'œufs, mais en proposant d'autres choses qui permettaient à la personne âgée, ce jour-là, de ne pas manger des œufs si elle n'a pas envie, et manger des œufs, et puis il y avait 3-4 types de recettes d'œufs. Et au fur et à mesure qu'il y a eu un climat de confiance, quelques consommateurs nous ont dit ta tranche de lard, elle est très fine, sais-tu. Bon. Et donc il y a eu tout un débat, et le consommateur est devenu acteur. Et donc c'est un succès, ça nécessite des moyens. Ces moyens, il faut les trouver, mais c'est véritablement un succès. Et donc, on n'impose pas, parce que ça nous arrange bien dans nos processus, on écoute le consommateur, il est au centre de la démarche, et on évolue avec lui. Et ça, c'est vraiment un succès. Alors, on reviendra pour comment on arrive à gérer cette culinarité au sein de vos établissements. Peut-être, vous, M. Montoussé, vous m'avez parlé de 30 recettes dans votre... Donc, comment l'ensemble de... On va faire comme ça, j'aurais pu vous donner celui-là. L'idée, c'est de ne pas opposer le volume à la qualité. Et je pense que si on veut ne pas opposer l'un à l'autre, il faut arriver à ramener des recettes à des recettes plus consensuelles permettant de répondre à plus de régimes et donc limiter les régimes. Pour reprendre ce qu'a dit le professeur Fontaine, il est passé d'un nombre important de régimes à un nombre beaucoup plus réduit. Je pense que c'est une des premières démarches à faire dans nos établissements et principalement en milieu hospitalier, puisqu'on a eu tendance ces dernières années, et pour avoir échangé récemment dans le cadre du clan au CHU de Limoges, on est d'accord tous pour dire qu'on a été trop loin, avec un panel de propositions qui est extrêmement large. Après, faire le chemin inverse, c'est-à-dire rationaliser, rendre plus consensuel, ça participe aussi à un modèle de production qui peut être plus simple à mener, plus facile à porter. Vous êtes allé trop loin sur les régimes ou sur les menus? Sur les deux, puisqu'il y a au moins 3 menus, il y a pas loin de 70 variantes, donc c'est beaucoup trop. Donc ramener quelque chose à quelque chose de plus rationnel qui participe à une production qui va être sûrement plus respectueuse des profils, et là on parle des profils alimentaires, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de pouvoir apporter notamment à un résident qui est en institution durablement un menu qui soit adapté parce qu'il a mécaniquement un appétit, enfin pas son appétit, mais en tout cas mécaniquement il ne consommera pas autant que ce qu'on pourrait nous consommer, et qu'il faut arriver à adapter la proportion à la capacité d'ingestion des uns et des autres. Donc c'est ça l'enjeu des nouvelles cuisines, de la cuisine d'aujourd'hui, essayer de construire des unités, on appelle ça les UPC, unités de production culinaire. On pourrait appeler ça des cuisines tout simplement, ça aurait une meilleure consonance.
et se dire qu'on peut arriver malgré, ou peut-être grâce au volume, parce qu'il y a des recettes qui passent par l'effet volume, peuvent être mieux menées aussi, et je pense que ceux qui connaissent ça par cœur sauront que les cuissons basse température et tout ce qu'on a pu mettre au point sur les nouvelles technologies participent aussi à favoriser l'appétence par des textures plus adaptées, etc. Donc il ne faut pas opposer le volume à la qualité qu'on peut attendre de ces volumes-là. D'accord. Roland Cortot, vous avez une nécessité d'adapter, d'individualiser aux différents handicaps, notamment les propositions qui sont faites. Oui, alors nous, du fait de la diversité des personnes et des déficiences que nous accompagnons, il nous a été complètement indispensable, dans le cadre de la réflexion qu'on a conduite sur la nutrition, de pousser assez loin la recherche avec les praticiens du CHU de Saint-Étienne sur les préconisations nutritionnelles en regard des handicaps et des déficiences des personnes. Et donc c'est dans cet esprit qu'a été conçu l'ensemble du programme 3S, l'idée étant d'apporter à chacun ce dont il a besoin en fonction de sa déficience. Quelle est la marge de manœuvre? Parce que ce que j'ai du mal à... Ce que j'entends de chacun d'entre vous, c'est il faut adapter, on a des humains en face de nous, ils ont des goûts différents, on ne les connaît pas bien, etc. À partir du moment où on construit une rationalité, quelle qu'elle soit, on réduit le libre arbitre, la capacité à gérer individuellement les situations. Donc, est-ce que on rationalise et on a un volant d'adaptabilité sur les sites? Comment? La rationalisation, effectivement, pour nous, elle passe par la construction d'une unité centrale de production alimentaire, on appelle ça comme ça, qui va gérer environ 70% des repas. Mais là, compte tenu du mode de liaison qu'on a entre l'unité de fabrication et les lieux de restauration, on passe par des cuisines relais, par une remise en forme sur de petites unités. On aura 41 sites de consommation, et que donc, c'est des petites unités de 30-40 personnes qui permettent effectivement d'aller plus sur la personnalisation des besoins et la prise en compte des appétences des uns et des autres. C'est aussi intéressant de dire, parce que peut-être vous n'aurez pas l'occasion plus tard, que l'unité de production centrale, j'aime pas ce mot, mais bon, il aura un statut particulier. Ouais, cette unité donc, qui va ouvrir ses portes, qui ouvrira ses portes en janvier 2019, elle a la particularité d'être que ce sont des personnes handicapées qui vont préparer, fabriquer les repas pour d'autres personnes handicapées. Le statut de cette organisation sera un statut à la fois mixte d'ESAT, établissement à service d'aide par le travail, et d'entreprise adaptée, accompagné par des professionnels, une équipe de 7 ou 8 professionnels, travaillant avec plus d'une trentaine, près de 30 travailleurs d'ESAT, et puis 15 travailleurs de HA, donc environ une cinquantaine de personnes handicapées. D'accord. Donc là, on a, par l'essence même de l'esprit qui inspire, déjà une volonté, j'ai envie de dire, citoyenne, politique, le projet, de pouvoir porter de l'adaptation, de l'adaptabilité aux différentes bouches qui vont être nourries. Oui, alors il y a deux niveaux, effectivement. L'idée, c'est effectivement d'apporter cette diversité, mais c'est aussi le projet, on le conçoit aussi comme étant un espace, un lieu de formation et de diversification des activités proposées aux personnes en situation de handicap, aux travailleurs en situation de handicap, autour des métiers de la restauration, à partir des métiers de la restauration. Et donc cette unité sera dotée également d'un centre de formation, qui permettra de gérer cette stratégie d'inclusion vers le milieu ordinaire que nous sommes maintenant obligés de conduire. Est-ce que vous pensez que ça va ajouter un supplément d'âme, en fait, à l'acte de nourrir tel qu'il nous a été exposé ce matin, le fait que vous l'ayez conçu comme ça? Eh bien, je le souhaite. Je le souhaite. Alors, la médecine, des fois, pardon de le dire, mais le patient peut la sentir déshumanisante. Vous prêchez le contraire, je pense, dans la façon... Il y a une anecdote que j'avais relevée, c'est que vous avez fait un jour une ordonnance de choux à la crème, écrite en tant que médicale. Donc, je voulais vous interroger, avoir votre point de vue, vous, c'est cet aspect de l'adaptabilité, l'individualisation, qui évidemment va... enfin, je veux dire, la médecine, elle publie, elle classifie,
Elle a sa sémiologie, donc nommer les choses le plus possible, le compartimenter, catégoriser. Et là, on est face aux faits humains. Donc, Oui, en fait, c'est pas si humain que ça, c'est assez simple. Le constat, en fait, le côté schizophrénique de la nutrition, c'est que pendant toute notre vie, on nous explique qu'il faut manger 5 fruits et légumes, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et c'est vrai. Le problème, c'est que quand on est malade, c'est faux. Et c'est là où, c'est au moment où les gens sont malades qu'ils se disent tiens, je vais manger 5 fruits et légumes. Alors quand on n'en a plus du tout, c'est plus le problème. Et quand vous êtes malade et que votre médecin, que ce soit un cardiologue ou n'importe quoi, il vous dit bah oui, il faut continuer à enlever du machin, le cholestérol, le bidule, et que moi j'arrive et je dis mais c'est pas vrai tout ça. C'est plus le souci. Je veux dire, quand vous avez devant vous quelqu'un qui a un cancer et qui vous explique qu'il est inquiet sur son cholestérol. Bon, c'est un petit peu difficile de lui expliquer que c'est pas du cholestérol qui va mourir, mais c'est la vérité. Donc après, il faut toujours remettre les choses en perspective. Et donc, il m'est arrivé de temps en temps de dire aux malades non, mais maintenant vous mangez ce que vous voulez, vous vous en foutez, c'est pas la question. Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de maigrir, parce que c'est beaucoup plus grave de maigrir que d'avoir éventuellement un peu de cholestérol dans votre cas. Et il me dit oui, mais je veux bien, mais ils vont pas me croire dans ma famille. Et donc, je me souviens d'une fois où je dis, mais si, mais je vous jure. Et il m'a dit, bah, écoutez, si vous pouviez me l'écrire. Et donc, j'ai fait une ordonnance de chou à la crème en disant, la seule chose, c'est qu'elle ne sera pas remboursée par la sécurité sociale. Et je le regrette. Je le regrette parce qu'en réalité, ça coûte beaucoup moins cher que plein d'autres choses. Et donc, simplement expliquer que l'alimentation d'un malade, ce n'est pas l'alimentation d'un bien portant, et qu'on est tous amenés à passer d'une case à l'autre, et de temps en temps de sortir de la case malade, espérons-le. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre. On ne nourrit pas un malade comme on nourrit un bien portant, et je pense que dans la restauration hospitalière, on n'est pas encore arrivé à cette réflexion qu'il fallait faire des menus spéciaux pour les malades plutôt que d'essayer de dire j'interdis ça, j'interdis ça. Moi j'ai été, comme je vous ai dit, entre guillemets, le grand simplificateur. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est les diététiciennes de Grenoble, mais j'ai été celui qui, entre guillemets, par son autorité morale, pouvait imposer à des gens d'arrêter des choses inutiles. Parce que quand une diététicienne dit ça sert à rien, puis qu'il y a un grand patron qui lui dit qui tais-toi, et que moi j'y vais, à ce moment-là les choses se calment un peu parce que je lui dis elles sont où tes références scientifiques, et la question est assez vite résolue. Mais donc là il faut un moment aller au combat pour défendre quelque chose de simple, quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, on a nous maintenant simplifié, mais on n'a pas répondu au problème. Parce que le problème c'est maintenant de trouver ce que les patients ont besoin de manger à un moment donné et de leur apporter ça. Et quand on analyse les repas, je l'ai fait sur Grenoble, mais je peux vous dire que j'ai d'autres analyses d'autres hôpitaux, le process de fabrication fait que pour des raisons qui m'échappent pour l'instant, il n'y a pas assez de lipides dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on propose une alimentation qui est entre guillemets allégée. Pour plein de raisons, parce que les process font qu'on peut cuire sans graisse, que quand on met des casseroles où il y a 100 portions, la graisse elle est en bas, donc celui d'en haut il ne la voit pas, même si elle était dans la casserole, et que quand on fait analyser des repas en fin de chaîne, ils ne sont pas assez riches. C'est-à-dire que non seulement ils ont beaucoup de volume et que les malades ne les mangent pas, mais en plus ce qu'ils mangent est trop léger par rapport à ce que nous on ferait quand on le fait en petite quantité. Donc là aussi, résoudre le process. Et honnêtement, ce n'est pas les lipides qui coûtent cher, on est bien d'accord, hein. C'est quand même pas du poisson haut de gamme, de rajouter un peu d'huile ou un peu de beurre. Donc ce n'est pas forcément un problème de coût, mais c'est vraiment un problème, d'admettre que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas assez de lipides dans cette alimentation. Et là, je vous promets que quand vous le dites, ils ne vous croient pas tant que vous n'arrivez pas avec l'analyse. Et là, c'est des choses quand même très compliquées, parce que parfois l'ingénieur restauration, il achète des produits de l'industrie agroalimentaire qui, elle aussi, pour plein de raisons, a allégé. Moi, je me suis battu pour faire revenir les yaourts au lait entier. Ça coûtait plus cher les yaourts au lait entier que le yaourt demi-écrémé. On est d'accord, enfin, c'est du lait entier qu'on veut. Pourquoi pas, j'ai envie de vous provoquer un peu spontanément, pourquoi pas sur ordonnance, parce que enfin, je me souviens, il y a quelques années, paix à son âme, Lionel Poulain avait demandé au pape de supprimer la gourmandise comme péché capital. Hippocrate nous dit des choses que tout le monde connaît sur la relation entre alimentation et médecine. Oui. Pourquoi pas, dans un futur qu'on peut appeler l'aliment, il y a bien des dérivés dans les médicaments qui sont dérivés d'objets vivants. Pourquoi pas ?
Non, mais on essaye justement de le faire, mais Ça ne vous choque pas en tant que médecin? Non, moi ça ne me choque pas du tout, mais ça ne choquera pas les malades non plus. Non plus. Ça choque les administrations et tous les gens qui ont essayé de faire en sorte que le process soit extrêmement efficient, on en a parlé, économiquement le moins cher possible. Et nous, chaque fois qu'on demande quelque chose, par définition, comme c'est un petit truc en plus, ça coûte plus cher. Ouais. Donc, bon, c'est clair, on a massifié les achats, et donc chez nous, il n'y a plus que des yaourts au lait entier, parce que la question de l'obésité, ce n'est pas une question hospitalière, c'est une question ailleurs, mais ce n'est pas une question intra-hospitalière en règle générale. Mais ça coûte quand même un peu plus cher, parce que l'industrie agroalimentaire a fait des process de fabrication qui fait que sur le lait, ils enlevaient la crème et puis ils en faisaient autre chose, et que le yaourt, entre guillemets, demi-écrémé, il est vendu deux fois. Il est vendu en tant que yaourt, et puis il est vendu en tant que la crème qu'ils n'ont pas vendue, qu'ils vendent ailleurs. Donc voilà. Et c'est tout ça. Et c'est pas à vous que je vais expliquer que c'est un métier où un centime, c'est un centime qui fait beaucoup d'argent à la fin de l'année, quoi. Alors la rationalité économique, on aura l'occasion de développer un peu ça cet après-midi, notamment la place du poste médicaments et du poste alimentation dans les structures médicales. Je voulais qu'on glisse doucement sur la question de... On voit qu'on a une offre adaptée, à essayer de rationaliser, mais garder adaptée. Et on a aussi des temps et des contextes qui sont importants et qui pèsent, Claire Simon-Rosset, dans les choix. Et c'est des petites variables, la température, comme le moment du repas, qui sont très fines à régler, qui doivent fausser vos études même, je pense. Il doit y avoir des biais considérables à gérer dans les données que vous recueillez. Alors, je provoque un peu pareil, j'ai provoqué le professeur Fontaine. On essaye de contrôler ces biais-là, mais après, J'en doute pas. c'est tout l'intérêt de faire des études sur le terrain écologique, c'est que forcément on a de la variabilité, mais en même temps ça reflète mieux ce qu'on voit sur le terrain qu'une étude en laboratoire complètement artificielle. Je rejoins complètement ce qui était dit avant. Parfois, alors vous parliez du diable, moi je dirais qu'il se cache parfois dans les détails aussi. La température, effectivement, ça a l'air basique, mais le maintien en température, quel défi dans la restauration collective, quel défi! Et là aussi, quand vous parliez des process qui ont allégé l'alimentation, les process, ils donnent des plats tièdes à la fin en bout de chaîne, alors que c'est tout bête. Mais le nombre de fois où les personnes âgées se plaignent, mais c'est tiède. Mais quand c'est tiède, c'est pas bon. Même si c'est gustativement parfait, vous pouvez avoir un excellent chef si ce que vous avez dans l'assiette, c'est pas la bonne température. Donc, soit chaud pour les plats chauds, soit frais pour les plats frais, c'est pas bon, tout simplement. Donc ça, c'est des choses... Alors, ce qui est un petit peu parfois désespérant, c'est que dans des maisons de retraite où même les gens essayent de bien faire, et je pense que c'est vrai aussi dans l'hôpital, à l'hôpital, même quand les patients se plaignent, pas grand-chose n'est fait derrière, finalement. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, le maintien en température, c'est une chose qui est vraiment cruciale. Alors, l'heure de la prise des repas est aussi... Du petit déjeuner. Alors, du petit déjeuner. Alors, effectivement, quand on a préparé cette table ronde, j'ai évoqué un débat qui m'a vraiment frappée. Donc, j'étais invitée donc, comme je l'ai dit, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, au CLAN, donc au comité de liaison alimentation-nutrition, qui est en plus spécialisé pour la gériatrie. Et il y avait beaucoup de personnel soignant, d'aides-soignants dans la salle. Et en fait, c'est tout un enjeu, c'est-à-dire qu'une structure avait essayé de ravancer l'heure du petit déjeuner, donc de la passer. Ils avaient observé que les petits déjeuners étaient servis entre 8h et 9h. Donc pour réduire un peu le jeûne nocturne, ils essayaient de le passer de 7h à 8h. Ce qui n'est pas énorme. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne posait pas tellement un problème de réorganisation du personnel, c'était aussi au cœur des enjeux, mais en fait, ce qui était derrière, c'était la place de la toilette. Et on avait deux camps dans la salle, ceux qui disaient « mais il faut qu'on fasse leur toilette avant de leur donner à manger », et ceux qui disaient « mais non, il faut qu'on leur donne le petit déjeuner le plus vite possible pour rompre le jeûne nocturne ». Et quand on creusait au-delà de ça, on disait « bah oui, mais la toilette, vous comprenez, si on sert le petit déjeuner à 7h, les toilettes vont commencer vers 8h30 à peu près. Donc les personnes, le temps de faire la tournée, eh bien, ça va finir vers 10h30, 11h. Ah bah les familles, elles ne sont pas contentes. Donc c'est vraiment tout un regard, pas seulement qui touche au personnel soignant, mais aussi à ce qui entoure, de placer l'alimentation au cœur.
finalement, bon, la personne, elle peut rester en chemise de nuit pour manger son petit déjeuner. On le fait, enfin, un certain nombre d'entre vous ont cette habitude-là. Où est le problème? Mais le regard envoyé par d'autres acteurs fait qu'effectivement, c'est parfois des conflits difficiles. Alors, ça a duré un quart d'heure de débat passionné. Faut-il manger dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite en chemise de nuit et en couche, parce que c'est aussi la réalité quand même, ou bien faut-il rompre le jeûne nocturne plus tôt? Ce que vous rapportez, ça introduit les thèmes vers lesquels je voudrais amener la table ronde quand elle se termine. C'est la pression sociale et la pression économique qu'on a à gérer dans ces situations d'alimentation et de soins. Donc, pression économique, on va le garder pour la fin, parce que je crois que chacun de vous a un point de vue, et ce serait bien qu'il s'exprime individuellement là-dessus, sur une forme de rationalité que tout le monde appelle et qui semble s'esquisser et qui est porteuse d'espoir. La pression sociale, c'est de savoir faire en sorte que la personne se sente bien, y compris par rapport aux gens qui vous les ont confiés, et de créer une ambiance qui font qu'ils sont bien, ou en tout cas on a l'impression à l'extérieur qu'ils sont heureux. Au travers de l'alimentation, on peut toucher également la vraie vie, le monde extérieur. Et essayer de travailler pour que certains consommateurs ne mangent plus dans leur chambre, ça c'est déjà magnifique, qu'on puisse les descendre dans des restaurants, dans des salles à manger. Mais l'étape suivante, c'est essayer d'intégrer des personnes de la société manger avec eux. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et nous avons développé plusieurs thèmes qui ont été un succès, comme par exemple l'organisation de plaines de jeux en été où des enfants du village venaient manger avec des personnes âgées. Ça a été génial, il y a eu des échanges incroyables. Nous avons, lors de l'élaboration de nouvelles salles à manger, construit des salons de thé. Et là, alors, ça a été un acte social, également nutritionnel. Nous avons développé un vrai goûter. Donc le cuisinier va faire un 4/4, va faire un gâteau. On ne va plus donner le dessert, mais on va faire un goûter. Et donc là, c'est bien au niveau diététique, nutrition et tout ce que vous voulez. Mais également, la personne peut inviter sa famille. Et là, c'est un acte social. Venez, je vous invite, on va boire une tasse de thé ou une tasse de café. Et ces différents éléments sont véritablement des choses qui permettent d'avoir des meilleurs ingestats, d'avoir un bien-être lors de ce repas. Et on voit les résultats au travers de différents éléments. Un dernier exemple, pour le moment, l'année passée, c'est le Tour de France qui est passé en Belgique. Et bien, qu'est-ce que nous avons fait? Dans les villes où le Tour de France est passé, dans la vraie vie, tout le monde parlait du Tour de France. Je suis certain qu'il n'y avait pas grand monde qui était intéressé, en tout cas dans nos maisons de repos, par rapport au Tour de France. Mais on en a fait un événement. Et finalement, autour du repas, ça a été un élément social qui a véritablement été un succès. On a fait un barbecue et des choses comme ça. Et donc, cet aspect social est vraiment quelque chose qui permet de faire évoluer cette alimentation au travers de la société extérieure autour de nos maisons de repos. Alors, c'est une question que je reposerai plusieurs fois dans la journée, je pense, à tous les acteurs qui prennent des initiatives. Donc, vous en êtes un, donc je vous la pose à vous parce que vous êtes là que ce matin. C'est aussi, puisqu'on est là, c'est le citoyen qui dépasse un peu la fonction dans ce que vous racontez, je trouve. Il y a aussi une prise de risque et de responsabilité dans ces actions. Alors, le risque, bien entendu, on lance toujours sous forme de test, on évalue, il n'y a rien à faire. Nous avons pas mal de limites identifiées. Et je dirais le plus gros risque, ce qui n'est pas, au travers de tous les processus, une prise massive au travers de la direction des établissements, au travers de tous les autres travailleurs du projet. Et c'est véritablement un succès si quelques années plus tard, un directeur est porte-parole de nos projets, et si ça vient de son côté, à ce moment-là, c'est vraiment une victoire, parce qu'il n'y a plus aucune prise de risque. Toute la filière restauration, les soignants et autres peuvent nous aider là-dedans. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut avoir des échecs dans certains événements, dans certains tests, et on peut faire marche arrière par rapport à ça. Je pense à l'élément budgétaire, on ne peut pas tout faire, bien entendu. On terminera là-dessus, on terminera par le pire à la fin. Roland Courteau, je vous ai vu bouger la tête. Peut-être que vous n'avez pas entendu le risque comme simplement un risque managérial, on va dire, ou de gestion de projet, mais aussi un risque par rapport à ces publics très particuliers. Des fois, l'inventivité qui permet de mieux accueillir, de mieux nourrir,
elle est prise de responsabilité. Oui, c'est sûr. Alors, la prise de risque, on va l'assumer d'abord sur le plan financier, puisqu'on a créé donc une société spécialisée, une société par action simplifiée qui va construire l'unité et ensuite la louer à un ESAT. Donc sur le plan financier, il y a un engagement fort de l'association, puisque nous construisons sur nos fonds propres. Donc il y a un risque financier de ce point de vue-là. Il y a effectivement sur le plan du risque de la fabrication, de la dispensation des repas. Jusque-là, on pouvait avoir toujours l'excuse ou le recours de dire, à travers une commission des menus, on fera remonter à Sodexo, Rexaliance, etc., les insuffisances qui ont été pointées. Ici, c'est Ada Pays Loire qui sera des deux côtés de la barrière. Donc, sur ce plan-là, il y a effectivement, ce qu'on entend bien, c'est être dans une démarche vertueuse et de qualité de la prestation et de la personnalisation de la nutrition. Mais la grande inconnue, c'est comment durer dans cette qualité au long cours. Comment garantir cette qualité au long cours. Et c'est ça, c'est à mon avis le risque principal. Mais sur le plan de la sécurité alimentaire, on sera entouré de toutes les procédures nécessaires pour la garantir. C'est plus en termes de management de cette qualité dans la durée. Voilà. Et là, écoutez... Bon, bref. Alors, je viens juste introduire, parce que c'est peut-être le moment, deux, trois éléments que la personne qui n'a pas pu venir a apporté à ma connaissance quand on a discuté. Beaucoup de choses qui convergent, il y avait des choses qui ont été dites. Lui, il a vécu l'expérience de l'inadaptation, bien sûr, de ce qu'il recevait en tant que patient par rapport à ses attentes, en fonction des moments de ce que vous expliquez. Et ça évolue d'un jour sur l'autre, quoi. Et donc, comme il est ingénieur de restauration, ce qu'il veut porter de façon, comme il dit, et assume lui-même militante, nécessité de décloisonner les choses. Je crois que c'est les choses que vous êtes en train d'expliquer. Et de mutualiser les approches, de ne pas avoir une raison cloisonnée de gestionnaires, de cuisiniers, de soignants, etc. Et il pense qu'on peut faire émerger, et donc c'est là-dessus, après je redonnerai la parole à chacun d'entre vous, sur une nouvelle rationalité, où il y aurait moins de soins, moins de compléments par exemple, moins de gaspillage. Donc c'est celle-là dont on va parler toute la journée, mais je pense que c'est sur ce thème-là que je voulais vous amener un peu, pas à conclure, mais enfin, une dernière question plus personnelle. Une question sur comment vous voyez la viabilité, l'enjeu économique, la rationalité économique qui s'esquisse autour des choix que vous faites. Pour ma part, je dirais que si on est en raisonnement à coût complet, on peut arriver à faire la démonstration qu'une prise en charge nutritionnelle qui, en première intention, peut paraître plus coûteuse, peut amener des retours sur investissement rapides. Plein d'exemples sur les prises en charge, notamment en milieu gériatrique, où on voit bien que si on est dans un cercle vertueux, avec une alimentation adaptée, on va éviter plein de passages aux urgences qui vont emboliser des urgences, qui vont emboliser des examens, qui vont emboliser des analyses aussi. Et tous ces examens, analyses, prises en charge coûtent cher. Emboliser, vous dites? Oui, emboliser, puisqu'on est dans nos secteurs hospitaliers, on utilise souvent ce terme, puisque les urgences sont de plus en plus contraintes et qu'on voit souvent quand on va. Et pour être parfois de garde administrative au CHU, on ne passe pas une garde sans être appelé pour des problématiques de flux patients. Et quand on se déplace et qu'on va voir ce qui se passe aux urgences, on voit que la plupart du temps, c'est des personnes âgées qui viennent et qui reviendront parce que la prise en charge n'aura pas été jusqu'au bout. Et dans cette prise en charge, la nutrition peut avoir un rôle à jouer important. D'accord. Alain Augrand, vous me disiez que la cuisine classique peut coûter aussi cher, en fait. Si on écoute les consommateurs, ils ne demandent jamais rien d'extraordinaire. Alors Thierry parlait de diversité, de 70 régimes. Je pense que si nous revenons à de la simplification, si nous revenons à de la production d'éléments simples et pas de l'achat de produits finis 5e gamme,
on peut totalement se retrouver dans des dépenses alimentaires, dans des dépenses de ressources humaines tout à fait identiques à ce que nous avons à l'heure actuelle. Moi, j'en fais la preuve. Et donc, quand nous avons des enveloppes fermées, nous pouvons réussir à offrir aux consommateurs des repas de qualité, réduisant le gaspillage alimentaire parce que ça peut être des grammages inférieurs, mais de meilleure qualité, et surtout répondant à la demande, parce qu'on n'a pas parlé du choix, mais c'est très pratique pour un gestionnaire d'imposer un repas, vous savez, un plan alimentaire lundi, mardi, mercredi, mais là, vous imposez. Par contre, si vous demandez à la personne ce qu'il veut, ben à ce moment-là, il mangera beaucoup mieux. Oui. Encore, faut-il arriver à avoir le temps, les ressources pour investiguer l'expression individuelle de ces besoins, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, donc nous, dans notre choix, nous avons une approche différenciée entre le court séjour et le long séjour. Le court séjour, nous avons une approche plateau individuel qu'on dépose dans les chambres, hyper rationnelle, avec régime et ainsi de suite. Par contre, dans nos longs séjours, nous fabriquons du 80% d'une cuisine centrale, mais nous avons remis des cuisiniers dans nos unités relais qui finalisent le repas, qui font le potage et ainsi de suite. Et globalement, la grosse difficulté, c'est de trouver encore des ressources capables de le faire. Donc le savoir-faire, c'est pas évident de le trouver encore et de remettre des cuisiniers parce que finalement, on a assez difficile de trouver des ressources humaines qualifiées. Et des cuisiniers qui sont capables d'aller dans la salle. Ils adorent. Voilà. Non, parce que ça, c'est devenu un gimmick de la cuisine qui se met en scène. Donc maintenant, ils sont à la télé aussi, mais le chef vient avec sa toque dans le restaurant commercial. Ça marche, c'est incroyable. Passer, demander... Ça marche parce que c'est peut-être plus vrai aussi. Ah oui, c'est ça. Le chef est face oui. au consommateur. Oui, parce que enfin, moi, c'est pas pour dénigrer les chefs, mais c'est comme une figure de style aujourd'hui maintenant. Donc, il y a cette anecdote je crois que c'était de Michel Guérard, que les gens disent... vraiment c'était super, ça se voit, vous étiez au fourneau, il passait juste dans la salle. Voilà, donc il y a un effet. Parce que vos cuisiniers cuisinent, vos cuisiniers viennent dans la salle, vos cuisiniers viennent faire du lien social, c'est leur ADN, c'est leur fonction en fait. Tout à fait. C'est même la fonction qu'ils doivent intégrer s'ils sont un peu confinés dans les cuisines, c'est la mauvaise production d'une certaine façon. Et puis s'il y a un souci, ils le reçoivent en pleine figure. Enfin. Oui. Alors sur Roland Courteau, sur l'aspect économique, je pense que vous m'avez parlé d'une tendance sociétale parce que c'est cette idée qu'il n'y a pas l'économie sur la qualité, c'est pas un bon calcul. Non, absolument. Sur notre modèle économique, il est viable. Le postulat de départ, c'était de dire on ne fait pas d'économie aujourd'hui pour lancer l'opération, on ne fait pas d'économie par rapport aux masses budgétaires immobilisées auprès des sociétés de restauration. Donc on travaille à ISO budget. J'ai oublié de préciser que l'unité de production ne fabriquera que 70% de nos besoins alimentaires. Nous continuons par ailleurs de travailler avec un partenaire et donc une fabrication sur site pour les menus complexes, enfin les résidents. Pour adapter, voilà, ce volant d'adaptation. Voilà, pour adapter au mieux et en proximité de la personne plus lourdement handicapée. On continuera de travailler avec un partenaire sur 5 sites de l'association. Je voulais juste dire aussi que pour nous, la nutrition, elle est vraiment au cœur du projet de santé et que, l'alimentation n'est qu'un élément. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les besoins alimentaires, les besoins nutritionnels sont une chose, mais l'activité physique en est une autre. Et pour nous, c'est un tout, et c'est la raison pour laquelle on agit sur les deux aspects de cet accompagnement de la personne au cœur de son projet personnalisé. D'accord. Et ça, c'est je me permets de citer une étude dont j'ai oublié le nom. C'est une étude sur les activités physiques par rapport au manger-bouger, qui est le grand claim qu'on a. En fait, c'est le bouger qui compte pour les jeunes. Donc, pour les publics sensibles aussi, quoi. Oui, absolument. On parle des food trucks, la cuisine, comme vous dites, qui se met. Nous, on est en train d'expérimenter le sport truck, c'est-à-dire des animateurs, des coachs sportifs qui viennent se déplacer sur le site de vie des personnes et des professionnels, puisque les professionnels sont associés aussi à cette mise en forme le matin pour démarrer la journée de travail. D'accord. Alors, comme il fait chaud, comme je tiens à respecter ma promesse, et sauf à ce que l'un d'entre vous ait un point important qu'il n'aurait pas abordé, qui m'aurait échappé, etc., je propose simplement donc il pourra l'exposer, de terminer par une question difficile,
que je vais poser à tous, et donc à chacun d'entre vous en particulier, et qui converge vers le sujet, en fait. J'aimerais bien que vous essayiez d'exprimer, chacun d'entre vous, ce que le citoyen peut espérer. Le citoyen, donc, on nous a expliqué qu'il est derrière celui qui choisit, celui qui cuisine, celui qui partage, enfin celui qui mange, ou qui fait manger les autres. Ça, c'est pour vous laisser un peu plus de temps, la longueur de la phrase. Qu'est-ce qu'il peut souhaiter à ce système de santé, en fait? Si vous vous mettez, ne serait-ce que 15 secondes, je ne doute pas que ça vous arrive des centaines de fois par jour, puisque sinon vous ne seriez pas à cette tribune, toujours pour vous donner un peu plus de temps, mais 15 secondes pleinement dans la position du citoyen que vous êtes, qu'est-ce qu'il peut souhaiter à ce système de santé et d'alimentation? Moi, je pense que c'est donner du plaisir. Et si on donne du plaisir, au travers de ça, tout va s'enchaîner, on aura une meilleure nutrition et tout le monde sera content, toute la filière, le cuisinier sera content, le consommateur sera content, et ainsi de suite. Si on arrive à donner du plaisir au travers de l'alimentation, avec tous les outils dont on vient de parler, je pense que c'est un succès. À toute la chaîne, c'est-à-dire que moi j'entends ça. Hein, toute la chaîne. Toute la chaîne, c'est-à-dire aussi bien le cuisinier, le personnel soignant. Je dois être content de mon boulot, le cuisinier, le on est dans une communauté, en fait. Voilà, un échange. Voilà, une communauté. Quelqu'un veut se lancer? Je dirais que les profils sont différents si on est en ambulatoire, si on est en milieu gériatrie et où on sait qu'on va finir ses jours en gériatrie, ou si on est sur une DMS courte de 3 jours. La notion de plaisir, elle peut être applicable à tous ces profils-là, mais je dirais d'autant plus quand on est là pour y rester jusqu'à la fin. Et c'est à mon sens les cibles, même s'il faut cibler les gens qui restent 3 jours pour leur apporter je dirais une alimentation de qualité. Je dirais que la cible, il faut quand même rappeler qu'en MCO, en médecine chirurgie obstétrique, on a à peu près 65 à 70% des personnes qui sont âgées. Je dirais que c'est vers ces personnes-là qu'il faut avoir une attention toute particulière. Donc c'est quoi? C'est embellir la vie des gens dont les années sont comptées? Non, c'est aussi, tout à l'heure on a évoqué l'environnement, c'est aussi, vous avez parlé de pression sociale, il y a aussi la pression sociale dans les organisations qui fait qu'aujourd'hui on a du mal, pour reprendre le thème du jeûne nocturne, à amener des repas décemment à 18h30 ou 19h. C'est juste dommage qu'on n'arrive pas à ce que les équipes qui arrivent le soir puissent prendre en charge une part du travail qui est aujourd'hui dévolue aux équipes qui s'en vont à 21h. Donc il y a, je pense, une réflexion importante à mener sur comment on réorganise le travail des médico-sociaux, des paramédicaux, pardon, pour arriver à ce que la prise en charge soit humanisée dans nos institutions. Donc ce que j'entends, vous me dites si je me trompe, c'est enfin votre souhait de citoyen, c'est de réveiller les autres citoyens dans leur système. Oui, puis peut-être dans certains dans cas avoir plus de moyens là-dessus, à condition qu'on arrive à démontrer ce que je disais tout à l'heure, que si on le réfléchit en coup complet, on a tout à y gagner aussi sur l'aspect économique. D'accord. À mon sens, il y a 2 enjeux. Il y a d'abord l'enjeu de santé qui est au cœur de la réflexion et de l'action que l'on conduit dans ce domaine-là. Et puis il y a un enjeu managérial qui est effectivement de faire d'amener l'ensemble de la communauté des professionnels à évoluer autour de cette préoccupation de la nutrition et du bien-être pour la personne accompagnée, mais également du bien-être au travail. Je crois que c'est un ensemble c'est un contexte global qu'il faut analyser. C'est sur ces 2 plans que l'on travaille. Bien manger d'un côté, le projet de santé, et la qualité de vie au travail de l'autre. Puisqu'on a pratiquement 2 communautés équivalentes, 2000 personnes handicapées d'un côté et 1500 professionnels de l'autre. Les préoccupations, projet de vie d'un côté, projet professionnel de l'autre, c'est un équilibre à trouver sur l'ensemble de cette problématique. Donc, voilà, dans ce que vous dites, c'est l'harmonie, une forme d'harmonie qui serait recherchée. Ouais. Notre baseline dans notre communication, c'est bien dans ma vie. Je regarde, monsieur. Et que donc, bien dans ma vie, ça veut dire que la personne accompagnée soit bien, que la famille autour de la personne soit bien, que le professionnel doit être bien dans son travail. Et c'est comme ça qu'on décline notre communication actuellement. Le maillon non faible, mais la personne la plus en difficulté, c'est pas toujours celle qu'on croit dans ce bien dans sa vie, c'est ça? Est-ce que le citoyen
Le citoyen, oui, le citoyen, moi j'ai... Si vous voulez, là on est dans une enceinte qui est passionnée, qui est intéressée par la question. Le citoyen malade, ce qu'il veut, c'est être guéri et sortir de l'hôpital le plus vite possible. J'ai évidemment moi une vision très hospitalo-centrée dans des MCO, c'est-à-dire des durées de séjour relativement courtes. Donc ce que je vais dire s'applique à cette situation, ne s'applique pas au long séjour et encore moins aux personnes âgées en EHPAD. Mais on a du mal à mobiliser le citoyen pour que finalement les choses s'améliorent. Moi, j'ai fait un certain nombre de pétitions pour qu'il y ait plus d'argent pour la restauration, notamment une pétition où on demande que l'augmentation du forfait hôtelier, qui est passé de 18 à 20 euros en début d'année, que ces 2 euros supplémentaires soient affectés à l'achat de la nourriture. Et objectivement, quand je suis allé sur le site hier, j'avais 2001 signatures. Autant vous dire que pour quelque chose qui est sur le site de change.org depuis début décembre. Donc, mobiliser le citoyen sur quelque chose qui finalement ne le mobilise pas. C'est-à-dire que nous, on est convaincus que c'est important. Quand on discute avec des patients, qu'on discute avec des familles, ils disent tous, je parle pour l'hôpital, c'est pas bon, il y a plein de choses. Ils sont tout le temps en train de nous expliquer pourquoi c'est pas bon. On leur dit, écoutez, il y a une pétition, vous n'avez qu'à la signer, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on y arrivera. Vous devez être citoyen de cette affaire-là. Et résultat des courses, franchement, c'est un échec. Donc voilà, moi je constate en tout cas que on nous explique que le soin, que l'alimentation est un soin. Et je constate tous les jours que c'est pas le cas. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a l'amour et les preuves d'amour. Les preuves que c'est un soin, on les attend. Donc il y a des choses on n'a pas parlé, mais peut-être que vous en parlerez cet après-midi. Faire manger des personnes âgées qui ne peuvent pas manger toutes seules. Vous divisez le nombre de personnes qu'il y a à faire manger par le nombre de personnes capables de les aider à manger, et vous tombez sur quelque chose d'à peu près comme 5 ou 6 minutes par personne. Là, la question, elle n'est même plus au niveau de la restauration. Elle est au niveau des ressources humaines. Il n'y a plus assez de personnel dans les hôpitaux. C'est aussi une vérité qu'il faut affronter. J'ai pas la solution, hein. Mais expliquer qu'on peut faire aussi bien avec moins d'argent, c'est pas vrai. Et qu'on peut faire mieux avec autant d'argent, je pense qu'on en a tellement plus là-dessus que c'est pas vrai non plus. Moi, je suis convaincu qu'il faut libérer les cordons de la bourse. Et je sais très bien que les gens ne partagent pas tous mon point de vue. Et que je suis convaincu que si les citoyens ne le demandent pas, ils ne l'obtiendront jamais. Donc des moyens pour donner du temps au temps. Pour donner du temps au temps, du personnel là où il y en a besoin, et un petit peu plus. Je vous rappelle que la moyenne nationale des CHU, le chiffre, c'est pas moi qui l'invente, c'est les directeurs de CHU qui l'ont donné, l'alimentation d'une personne hospitalisée, l'achat de la nourriture, la moyenne nationale, c'est 3,74 € ou 3,73 €. Pas par repas, par jour. Par jour. Et que quand vous voulez faire quelque chose de bon avec 3,73 € et qu'on m'explique il y a du gâchis, c'est sur le gâchis qu'on va rattraper ça, moi je veux bien, la perte elle est de 10%. Donc vous rajoutez 10% 3,73 €, puis vous me dites si c'est faisable aussi. Donc il y a un moment, il faut y aller, il faut dire la vérité et il faut se mobiliser. Et donc si, je sais pas, vous êtes à peu près 100 ici, si je peux avoir 100 signatures en plus ce soir, je vous rappelle c'est gratuit, même si change.org à un moment il vous dit donnez des sous, vous sautez l'étape. C'est gratuit pour signer, mais vous pouvez donner de l'argent quand même. Voilà, vous pouvez, mais c'est pas ça qu'on vous demande. L'idée, c'est que ce message, il passe, parce que moi, je suis assez souvent au ministère pour essayer d'avancer sur ce dossier, et je vois bien que les technocrates que j'ai en face de moi, ils attendent des ordres des politiques, parce que quand on leur donne les chiffres, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les nier. Parce qu'on pourrait dire, c'est pas vrai ce que je raconte, sauf que c'est vrai. Pas de chance. Et donc le problème, c'est que tant que ces chiffres ne sont pas connus, ne sont pas médiatisés, les choses n'avanceront pas. Voilà. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut vraiment que tout le monde se prenne en charge. Moi, je fais tout ce que je peux, mais j'y arriverai pas tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Donc tant que le concept ne sera pas pris au sérieux, on n'aura rien. On aura de temps en temps des gens qui, dans les EHPAD, font des grèves, avec même les directeurs qui font grève. C'est médiatisé une semaine ou deux, mais ça aboutit sur quoi à la fin? Moi, je ne sais pas. J'espère que ça aboutit à quelque chose, mais je voudrais bien savoir. Donc ce que j'entends, le cri du cœur, c'est une prise de conscience rapide. C'est mobilisation générale. Ok. On va terminer par Claire, avant de passer aux questions de la salle, s'il y en a. Alors, moi, je vais rebondir sur ce qui a été
dit. J'aime bien l'idée de plaisir, effectivement. En plus, c'est quand même le cœur de mes recherches. Mais enfin, il y a eu aussi le terme d'harmonie, mais je vais le conjuguer un peu différemment. Et sur cette mobilisation, prise de conscience, où je suis vraiment assez d'accord, c'est trouver un équilibre entre répondre aux attentes des personnes âgées. Moi, je vais être plutôt centrée sur les personnes âgées. On l'a beaucoup évoqué, répondre à leurs attentes, enfin, que ce soit des personnes âgées ou des malades. Ne pas plaquer notre propre perception, nos propres attentes, mais écouter ce qu'ils ont envie de manger, à la fois en termes nutritionnels et en termes, je veux dire, gustatifs. Et puis, en même temps, donc ça, c'est assez explicite, mais c'est aussi travailler pour respecter les besoins qui, eux, sont beaucoup plus implicites. En fait, une personne âgée, elle mange moins, elle ne va pas trouver ça grave. Et là, quelque part, il y a des croyances aussi très fortes et il faut aussi lutter contre ça. On peut respecter les attentes sensorielles, mais à un moment donné, c'est aussi important d'informer, de faire prendre conscience que parfois il y a des besoins. Je reviens sur mon histoire de toilette et d'alimentation. La famille, elle voit que la personne, elle a encore sa couche à 10h, mais elle ne va pas voir si elle n'a pas pris son petit déjeuner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en lumière. C'est-à-dire que répondre aux attentes en termes de plaisir des personnes âgées, mais aussi informer et former sur les besoins nutritionnels de ces personnes, et notamment sur la dénutrition. Ok. Écoutez, on va donc en fonction inverse de votre envie de vous nourrir, vous avez un temps pour quelques questions. Il y avait des velléités tout à l'heure. J'espère qu'elles ne se sont pas éteintes avec la chaleur. Peut-être adresser la question si c'est spécifique, sinon qui voudra s'en emparera pour la réponse. Sylvie Morel, je suis directrice d'EHPAD. Tout d'abord, merci pour votre présentation et pour ces échanges qui étaient vraiment riches et très intéressants. Moi, j'ai plutôt trois remarques à faire. Alors, on dit oui, dans les EHPAD, les personnes âgées mangent moins. Mais je me dis, elles font aussi moins d'activité physique. Est-ce que ça a un lien de cause à effet? Donc, c'est peut-être plus une question pour le professeur Fontaine. Après, vous avez parlé de l'adaptabilité des personnels à l'alimentation et tout. C'est vrai que dans nos établissements, nous avons des soignants. Et leur cœur de métier, c'est le soin, c'est pas l'alimentation. Et je me dis que là, peut-être, on a une grande réflexion à faire au niveau des écoles pour ramener cette connaissance de l'alimentation et du bienfait que ça peut avoir auprès de la personne âgée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est à Madame Sulmon-Rosset que je m'adresse. Et enfin, peut-être à vous tous, est-ce que vous n'avez pas remarqué dans vos établissements qu'on peut bien faire la meilleure purée du monde, celle qui est attendue dans l'assiette, on peut l'amener à la bonne température si le matériel que l'on met aux résidents pour manger n'est pas adapté, eh ben, il ne mangera pas. Donc, je trouve qu'on reste encore dans une approche. Vous commencez à globaliser parce que vous avez 3 regards différents et 3 approches, mais il en manque encore. Et tant qu'on n'aura pas réussi à faire cette approche plus que globale de tous nos corps de métier, eh ben, l'alimentation ne sera pas encore prise assez en charge. Voilà. Je ne désespère pas. Il marche ou pas? Ah oui. C'est toujours une question du matériel. C'est ça. Elle a raison. Il y a toujours un maillon faible dans la chaîne. La question de l'activité physique, objectivement, combien ça coûte en calories de faire de l'activité physique, c'est pas énorme en vérité. On aimerait bien tous qu'il suffise de faire du sport pour maigrir. On sait tous que c'est pas aussi vrai que ça. Donc je suis pas totalement convaincu que le fait qu'ils mangent pas soit uniquement lié au fait qu'ils bougent pas trop. Ça veut pas dire qu'il faut pas les stimuler à bouger, hein, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est extrêmement intéressant. On a juste évoqué la question tout à l'heure, mais c'est vrai que l'activité physique c'est fondamental. Mais je suis pas sûr que c'est ça qui leur redonnera l'appétit. Et en termes caloriques. Pour vous donner un exemple, alors ça ne veut rien dire, hein, mais un 100 mètres couru par un type qui fait les Jeux Olympiques, hein, c'est 100 calories, quoi. C'est-à-dire... non, c'est 10 calories, excusez-moi. C'est une cacahuète, quoi.
Je ne sais pas si vous voyez, je veux dire, en réalité, c'est quand même très très important. Le rendement énergétique des humains est très supérieur au rendement énergétique des machines, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de calories pour faire une activité physique déjà soutenue, quoi. Donc c'est bien de faire du sport pour plein de raisons. La démonstration du bénéfice du sport, elle est plus grande que la démonstration de la prise en charge de la dénutrition. Je suis obligé de le reconnaître en termes d'évidence scientifique. Donc il faut faire de l'activité physique, mais je ne suis pas sûr que le coût énergétique soit quelque chose de fondamental. Alors, j'ai enchaîné. La perte d'appétit, elle est vraiment multifactorielle. Donc, je rejoins complètement le professeur Fontaine. Je pense par ailleurs que l'enjeu, c'est pas forcément d'augmenter l'appétit, mais peut-être de faire avec l'appétit qu'ont les personnes âgées. Et ça avait été évoqué en retravaillant les plans alimentaires, en enrichissant, mais pas n'importe comment, en restant au plus près des attentes sensorielles des personnes âgées. Concernant l'implication du personnel soignant, c'est vraiment une question intéressante. Donc, on a fait une étude clinique ces 6 derniers mois où effectivement on a essayé d'impliquer l'ensemble du personnel. Donc, personnel donc ASH, hospitalier, aide-soignant, mais également cadre de santé, infirmier, équipe de cuisine. Et donc dans la maison de retraite, on a commencé par former l'ensemble du personnel, indifféremment, à les former sur la dénutrition, sur les contraintes que pose l'alimentation chez la personne âgée. Ça a été bien reçu de la part du personnel. Et puis on a mis en place ce qu'on a appelé des réunions concertation alimentation, où une fois par mois, on met autour de la table un représentant de chaque corps de métier et on discute ensemble de ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'alimentation au sein de la maison de retraite, à la fois de façon générale et puis en ciblant parfois sur des personnes que les équipes, quelles qu'elles soient, ont repérées en disant Madame Intel ou Monsieur Intel, il mange vraiment plus beaucoup. Et ça fonctionne assez bien. Et l'idée, ça a été vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Ça a été notre prérequis quand on a été dans la maison de retraite. On a dit on ne veut pas que les cuisines, on ne veut pas que les infirmières, on veut l'ensemble des représentants. Et ils font tourner ça en plus au sein des équipes. Ça fonctionne bien et on voit effectivement une espèce de prise. Tout le monde se sent désormais concerné par l'alimentation et ça a entraîné un certain nombre de changements concrets. Tout au long donc à la fois on va dire de prise en charge générale avec une proposition un peu systématique de soupe enrichie par exemple ou l'utilisation de régilets le matin mais également de dépistage de personnes en particulier et par exemple, une personne qui va avoir des problèmes bucco-dentaires et c'est pour ça qu'il mange peu. Et du coup, l'aide-soignante dit je vais peut-être en parler à la famille, etc., etc. Donc, avec cette structure, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut impliquer l'ensemble du personnel. Et pour le coût des assiettes, là, ça rejoint. J'ai parlé de la température, mais vraiment, le diable se niche dans des détails. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci Claire, merci professeur Fontaine. Y a-t-il d'autres questions ? Je crois aussi. Bon, très bien. Donc, s'il n'y a pas... Si Hervé. On va dire que c'est la dernière. Il n'y a aucun problème. Donc, je suis Hervé Bentel, groupe Dossi. D'abord, j'ai vraiment apprécié effectivement chacun de vous, chacun des orateurs, pour la qualité du débat. J'aurais aimé votre réaction sur le point suivant. Vous parlez de bon sens dans l'alimentation, vous parlez de soins dans l'alimentation. Or, sur le terrain, nous on s'aperçoit que souvent, on oppose le côté alimentaire au côté pharmaceutique, notamment sur la nutrition. En début de débat, j'ai entendu parler des CNO, mais on peut parler de plein d'autres choses. Et j'aurais aimé avoir votre réaction, justement, sur ce point-là. Nous, on se rend compte, on a beaucoup de difficultés à faire passer des produits alimentaires naturels, mais qui pourraient enrichir, et on nous oppose effectivement des produits pharmaceutiques. Alors, ils ne sont pas totalement pharmaceutiques, c'est là où il y a une ambiguïté aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas statut de médicament. Ce qui fait qu'il y a... Si, ils peuvent être pris en charge. Non, mais c'est ça là, c'est très... Qu'est-ce que c'est qu'un médicament d'un point de vue légal et donc la nutrition entérale et les compléments nutritionnels oraux n'ont pas statut de médicament. La nutrition parentérale a un statut de médicament. Et donc la prise en charge financière, le fléchage
de l'achat est différent en fonction des endroits. Il y a un texte de loi qui est plus ou moins contourné, qui voudrait que normalement, ça soit les pharmaciens qui prennent en charge ça sur leur budget. Et force est de constater que c'est le cas dans moins de la moitié des hôpitaux, en tout cas dans ceux que je connais, et que très souvent, cette ligne budgétaire, elle est affectée à l'ingénieur restauration. Et là, c'est super facile pour la direction de lui dire « vous avez dépassé votre budget », parce qu'en fait, il n'en est pas maître, puisque par définition, ça, c'est prescription médicale. Donc moi, je me suis battu pendant à peu près 10 ans pour qu'une année, il détache ce budget et que ce soit un budget autonomisé. Alors, ils ne l'ont pas donné aux pharmaciens, mais ils ne plombaient pas le budget de l'ingénieur restauration. Et j'ai appris pas plus tard qu'il y a 15 jours qu'un changement de direction, les mauvaises habitudes étaient revenues. Et donc, en 10 ans, j'ai obtenu ça une année, quoi. Tout ça pour dire que tout ça est très, très virtuel et que mon voisin de gauche qui dit que quand on est intelligent, si on regarde bien tous les postes de dépenses, finalement, bien nourrir les gens, ça coûte pas cher. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Le vrai problème, c'est que c'est quand on est intelligent. Ah, c'est ça, votre appel de citoyen, c'est un appel à l'intelligence. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde très enrichissante.